Chaque année, des dizaines de milliers de personnes disparaissent aux États-Unis. La plupart sont retrouvées vivantes en l'espace d'une semaine. Mais il y a des cas où les recherches se transforment en un cauchemar de plusieurs années pour la famille. Surtout quand une personne disparaît en plein jour, en route pour un rendez-vous important, ne laissant derrière elle qu'une voiture abandonnée et des centaines de questions sans réponse. Le 18 avril 1972, dans la petite ville de Sturtevant, Wisconsin, une fille nommée Beret Beck est née. La population de la ville atteignait à peine 7000 habitants, le type même de ces localités américaines où tout le monde se connaît, où la rue principale se compose de 3 magasins, d'une église et d'un restaurant, où les crimes sont rares et les meurtres n'arrivent jamais. En plus de Beret, la famille comptait un jeune frère, Ben. L'écart d'âge était minime. Une famille américaine moyenne typique. Son entourage décrivait la jeune fille comme une personne brillante et douée. Dès son plus jeune âge, elle était attirée par la musique. Elle ne se contentait pas d'écouter, elle jouait. À l'âge adulte, cet intérêt n'avait fait que se renforcer. Beret rêvait de lier sa vie à la création artistique. Pas comme un passe-temps, sérieusement. Au lycée, elle a activement développé ses capacités musicales. Elle jouait du violon, répertoire classique, parties complexes, du piano, jazz et blues, plus d'autres instruments. Elle chantait merveilleusement, une voix pure et puissante. À l'été 89, elle fut même invitée à une tournée nationale avec un groupe de musique chrétienne, 1 mois sur les routes d'Amérique. Des représentations dans les églises, les camps de jeunes. La foi occupait une place importante dans la vie de la jeune fille, pas ostentatoire, authentique. Au cours des mêmes années, Beret fréquentait un jeune homme nommé Curtis. Un amour de lycée qui s'était transformé en une relation sérieuse. Le jeune homme avait même fait sa demande en mariage. Il s'était agenouillé, une bague, tout selon les règles. Mais elle avait estimé qu'il était trop tôt pour se précipiter. Une carrière, des études l'attendaient. Tout cela exigeait de la concentration. Le couple avait discuté de la situation calmement, sans drame. Ils avaient décidé d'attendre au moins jusqu'à la fin de ses études universitaires. Cependant, ils avaient eu le temps de se fiancer. La bague était restée à son doigt, la promesse aussi. La vie se déroulait parfaitement. Beret avait choisi son établissement d'enseignement, un collège avec un bon programme musical. Maintenant, elle voulait économiser de l'argent, ne pas être à la charge de ses parents. Des ambitions étaient apparues. Elle n'avait pas l'intention de suivre le chemin standard des adolescents américains, travailler comme serveuse dans un café routier, barmaid dans un bar local, vendeuse dans un centre commercial. Même sans diplôme, Beret visait plus haut. Elle tomba par hasard sur une annonce d'une entreprise de construction. Un secrétaire était recherché. L'idée l'enthousiasma immédiatement. La jeune fille maîtrisait l'ordinateur avec assurance, une rareté pour les années 90. À l'époque, c'était une compétence sérieuse. Elle s'est inscrite pour un entretien. Elle se rappellerait plus tard de la journée de l'entretien dans les moindres détails. Elle a mis une blouse stricte. Elle a appris quelques phrases sur ses compétences. Elle était nerveuse. La dirigeante de l'entreprise l'a immédiatement appréciée. Une femme d'âge moyen, stricte mais juste. Ses qualifications, bien sûr, n'étaient pas prouvées par des documents, mais ils lui ont donné sa chance. La seule condition, suivre un séminaire informatique de 3 jours pour débutants. Formation au programme de base, travail sur les documents. Manquer une telle opportunité aurait été stupide. Le travail offrait un bon salaire pour une jeune femme de 18 ans, des perspectives d'évolution de carrière. Beret a accepté sans hésiter. Le séminaire se déroulait à environ 150 km de chez elle, dans la ville plus grande d'Appleton. Pour la petite Sturtevant, c'était un autre univers. Elle avait demandé à ses parents de l'accompagner, mais personne ne pouvait. Sa mère se remettait d'une blessure,
Un accident de motoneige, des fractures. Son père s'occupait de sa femme et travaillait. Il ne pouvait pas prendre de congé. Son frère était trop jeune, 13 ans. Son fiancé, Curtis, travaillait aussi. Il ne pouvait pas prendre plusieurs jours de congé d'affilée. Son chef ne l'aurait pas autorisé. La jeune fille aperçut la situation comme une épreuve, un premier pas sérieux vers la vie adulte. La chance de décrocher un emploi dans une entreprise respectable et de régler ses problèmes financiers d'un seul coup semblait trop précieuse. Elle a décidé de partir seule. Avant le voyage, elle était très nerveuse. Ses parents l'avaient remarqué. Pour une jeune femme de 18 ans, c'était le premier long voyage sans l'accompagnement d'adultes. Elle s'est préparée minutieusement. Le voyage était prévu pour le 17 juillet 90. Elle a fait ses valises pendant plusieurs jours. Elle a dressé une liste des nécessités, un carnet, des stylos, des vêtements pour 3 jours, des cosmétiques. Elle a revérifié 10 fois. Elle a préparé sa voiture, un van bicolore de 87, orange et blanc, un modèle populaire en Amérique à cette époque, confortable, fonctionnel. Il a fallu acheter un porte-bagages de toit pour les affaires. Son père l'a aidé à l'installer. Le 17 juillet, Béret s'est levé tôt. L'aube commençait à peine. L'excitation était à son comble. Ses mains tremblaient en fermant sa valise. Elle a tout vérifié une fois de plus sur sa liste. Elle a dit au revoir à sa famille. Sa mère l'a serré fort dans ses bras. Son père lui a dit d'être prudente sur la route. Son frère a agité la main depuis la fenêtre. Elle est partie tôt, vers 7 heures du matin. Une marge de temps considérable. Elle s'est d'abord arrêtée chez son petit ami. Ils ont passé environ 40 minutes ensemble. Il lui a versé du café dans un thermos. Ils se sont embrassés pour se dire au revoir. Il lui a souhaité bonne chance. Ensuite, elle a quitté la ville. La route traversait les zones rurales du Wisconsin. Des champs, des fermes, de rares localités. Béret a allumé la radio. Il passait les tubes de l'été 90. Elle fredonnait les chansons. Son humeur était enjouée. Le premier arrêt, environ 100 km plus loin. La ville de Fond-du-Lac. Il y avait là un grand centre commercial avec un parking. Elle s'est garée près de l'entrée. Elle est entrée dans plusieurs magasins. Elle a acheté des cosmétiques, du mascara, du rouge à lèvres, des petites choses pour le voyage, un kit de blanchiment des dents. Elle voulait être impeccable pour le séminaire. Elle a laissé le reçu dans la voiture sur le siège avant. L'heure de l'achat, vers 11 heures du matin, la caisse l'a enregistré. Puis elle est retournée au van. Elle s'est assise au volant. Elle a démarré le moteur. Et à partir de là, tout a mal tourné. Les problèmes ont commencé lorsqu'elle n'est pas apparue à Appleton à l'heure prévue. Le séminaire devait commencer à 2 heures de l'après-midi. La première à s'inquiéter fut la dirigeante qui avait mené l'entretien. Elle avait déjà remarqué Béret à l'époque. Elle se souvenait d'elle. Elle l'attendait à la formation. Le séminaire a commencé sans elle. 2 heures, 2h15, 2h30. Pas de trace de la jeune femme. Au début, la femme a pensé qu'elle était juste en retard. Retardée par le trajet. Un embouteillage. Une panne. Les téléphones portables n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait aucun moyen de la contacter. La chef a attendu jusqu'à 3 heures. Puis elle a appelé le numéro que Bez avait laissé, le téléphone fixe de la famille Beck. Elle a annoncé que la jeune fille n'était pas arrivée. Elle voulait en savoir la raison. Au bout du fil, le silence s'est fait. Puis la voix de la mère, confuse, effrayée. Les parents ne comprenaient pas. Ils avaient dit au revoir à leur fille le matin. Depuis, ils n'avaient plus eu de nouvelles d'elle. Ils attendaient un appel, une fois qu'elle serait arrivée. Ils attribuaient le silence à des problèmes de circulation ou au fait qu'elle était déjà au séminaire, occupée.
Il ne soupçonnait rien de grave. À ce moment-là, la mère se remettait d'un accident de motoneige. Elle ne pouvait pas partir elle-même à la recherche, sa jambe était dans le plâtre. Mais elle n'allait pas rester inactive. Ses mains tremblaient en composant le numéro de Curtis. Elle a contacté le fiancé de Béret. Elle a appris que la jeune fille était partie de chez lui depuis longtemps, vers 8 heures du matin. Elle a appelé toutes les amies de sa fille, une par une. Personne ne savait rien, personne ne l'avait vue. La panique montait. Le père a pris la situation en main. Il a installé sa femme dans la voiture. Elle se déplaçait à peine, mais elle voulait y aller. Il est parti en direction d'Appleton, sur la même route que Béret avait empruntée. Il a regardé tout autour, au cas où une voiture serait tombée en panne quelque part sur le bas-côté. Il est arrivé à Appleton en soirée. Il s'est assuré que sa fille n'était effectivement pas arrivée. Elle n'avait même pas pris possession de la chambre d'hôtel réservée pendant toutes ces heures. La clé était restée à la réception. Il n'y avait plus de doute. Quelque chose était arrivé. Les parents connaissaient Béret comme une personne responsable. Elle tenait beaucoup à ce travail. Elle s'était préparée pendant des semaines. S'amuser en chemin n'était pas dans son caractère. Elle n'était pas de ce genre. La jeune femme se dépêchait pour un événement important. Son avenir en dépendait. Les parents ont commencé les recherches. Ils ont contacté la police vers 8 heures du soir. Ils sont arrivés au poste de police de Fond-du-Lac, le dernier emplacement connu. Aucune excuse concernant la règle des 24 heures obligatoires après une disparition n'a été prononcée. L'officier de service a regardé les visages épuisés des parents. Il a regardé la description de la situation. Il a hoché la tête. La police a immédiatement pris la situation au sérieux. Plusieurs équipes de recherche ont été organisées pour le lendemain matin. Ils ont fouillé les bas-côtés des routes. Ils ont vérifié les motels en bord de route. Ils ont interrogé les pompistes. Plus tard, des bénévoles les ont rejoints, des habitants locaux, des amis de la famille, des camarades de classe de Béret. La famille Beck vivait douloureusement la disparition de leur fille. Le père ne dormait presque pas. La mère pleurait sans arrêt. Une récompense importante a été immédiatement annoncée. 75 000 $, une somme énorme pour une petite ville, pour toute information précieuse. Il croyait que cela aiderait à retrouver Béret vivante. Quelqu'un avait vu quelque chose, quelqu'un savait. Malheureusement, l'effet fut inverse. Plus l'information sur la disparition et la récompense se répandait, plus la police recevait d'appels. Des dizaines, puis des centaines. J'ai vu une jeune femme à une station-service à Milwaukee. J'en ai vu une similaire à Chicago. Ma voisine cache quelque chose. Tous se sont avérés faux. Les gens se trompaient ou voulaient de l'argent facile. La vérification de chaque piste prenait énormément de temps. Les détectives sillonnaient l'État, mais ils n'arrivaient pas à progresser. Le 19 juillet, 2 jours après le début de l'opération, la camionnette aménagée de Béret fut découverte. Le matin, vers 10 heures. La voiture avait été abandonnée non loin du même centre commercial où elle s'était arrêtée à Fond-du-Lac. Elle fut retrouvée sur un parking, stationnée parfaitement, entre les lignes, comme si elle avait été laissée là pour quelques heures de shopping. Plusieurs témoins se manifestèrent immédiatement, des personnes qui se garaient régulièrement sur ce même parking. Ils affirmèrent que la voiture n'était pas là ni le 17 ni le 18 juillet. Absolument, ils l'auraient remarquée, lumineuse, voyante. Même les patrouilles, qui ratissaient la zone et passaient plusieurs fois par jour devant le parking, n'avaient rien remarqué de suspect. L'énigme fut rapidement résolue. La police inspecta le véhicule. La première chose qui frappa fut l'odomètre. Au lieu des 100 km attendus que Béret aurait dû parcourir jusqu'à Fond-du-Lac, il affichait plus de 500 km. Quelqu'un avait roulé avec cette voiture,
longtemps. Un examen plus approfondi révéla encore plus d'étrangeté. L'habitacle semblait avoir été habité. Bien que la jeune fille ne fumât pas, tout le monde le savait, on trouva à l'intérieur des paquets de cigarettes vides, de nombreux emballages, des cendres de tabac sur les sièges, des mégots dans le cendrier. Au total, environ 70 objets furent recueillis dans l'habitacle de la voiture abandonnée. Les criminalistes travaillèrent pendant des heures. Ils photographièrent le moindre détail, les emballèrent dans des sacs avec des étiquettes. Une grande partie ne fut pas reconnue par la famille Beck. Ils examinèrent la disposition des preuves, secouèrent la tête. Ces affaires n'appartenaient certainement pas à leur fille. Béret elle-même n'était pas là. Aucune indication non plus sur la direction des recherches, mais des allusions effrayantes sur son sort apparurent. Une chemise rouge fut découverte dans l'habitacle, celle-là même qu'elle comptait porter pour le séminaire, en soie, à manches courtes. Ses proches la reconnurent immédiatement. La mère se serra le cœur. Béret considérait ce vêtement comme un porte-bonheur. Elle le mettait pour tous les événements importants. L'état de la chemise était terrifiant. Un grand morceau en avait été arraché, une déchirure nette, intentionnellement. Le morceau de tissu ne fut retrouvé ni dans la voiture, ni aux alentours. Il avait disparu. Quand tout cela fut découvert, les détectives échangèrent un regard. Des hommes expérimentés. Ils en avaient vu de toutes les couleurs au cours de leurs années de service. Ils doutèrent que les parents reverraient leur fille vivante. Mais personne ne le dit à voix haute. Une analyse minutieuse des preuves recueillies commença. Le laboratoire travaillait 24 heures sur 24, mais il ne fut pas possible d'avancer dans la recherche de la jeune fille. Le sort de la disparue restait inconnu. Le corps. Il fallait retrouver le corps. Cela fut possible bien plus tard. L'enquête sur la disparition battait son plein. Les détectives travaillaient sans relâche. Quand le poste de police reçut un appel du laboratoire médico-légal du comté voisin, la voix au bout du fil était officielle, sèche. 5 semaines après la disparition, le 22 août, midi, un fermier qui vivait près de Willow Creek remarqua quelque chose de suspect dans le fossé le long de l'autoroute. Un homme d'âge mûr. Il avait travaillé la terre toute sa vie. Il roulait au bord de l'accotement avec son tracteur. Il se dirigeait vers le champ voisin. Il s'efforçait de ne pas gêner les voitures qui passaient. C'est pourquoi il put distinguer quelque chose d'étrange dans les hautes herbes du fossé. La forme était irrégulière. La couleur n'était pas la bonne. L'odeur. Même à travers l'odeur de gazole du tracteur, une autre se frayait un chemin, douceâtre, nauséabonde. L'homme s'arrêta, coupa le moteur, descendit lentement du tracteur, s'approcha, regarda attentivement. Il comprit que c'était un corps humain, en état de décomposition avancée. Il gisait face contre terre. Il ne restait presque plus de vêtements. À cause de la chaleur d'août, des insectes et du soleil brûlant, les os commençaient déjà à apparaître. Les tissus avaient noirci. Par endroits, ils s'étaient effondrés. Le fermier effrayé recula de quelques pas. Il tenta de ne pas regarder. Il remonta dans son tracteur. Ses mains tremblaient quand il démarra le moteur. Il roula jusqu'à la maison la plus proche, frappa à la porte, demanda un téléphone, appela la police. Quand les agents arrivèrent, 2 patrouilleurs et un détective, ils bouclèrent la zone avec du ruban jaune. Ils appelèrent des criminalistes, un médecin légiste. Ils ne purent extraire d'informations particulièrement précieuses des restes sur place. Une analyse en laboratoire était nécessaire, des spécialistes, du temps. Le corps était tellement décomposé que, pour déterminer l'heure du décès, ils firent appel à des entomologistes, des spécialistes des insectes. En se basant sur l'activité des larves, leur stade de développement, ils calculèrent.
La victime inconnue était décédée il y a plus d'un mois, environ à la mi-fin juillet. Ils établirent également l'âge, une jeune fille de 17 à 20 ans, taille environ 165 cm, corpulence moyenne. Cela ne permettait pas d'identifier formellement le corps, mais cela réduisait la liste. Une analyse minutieuse des disparitions non élucidées dans le comté la réduisit à quelques personnes. 3 jeunes filles de l'âge approprié avaient disparu au cours des 2 derniers mois. Parmi elles, Beret Beck, âgée de 18 ans. Des traces de strangulation furent relevées sur le cou de la victime. Et ce, de plusieurs manières. D'abord, à en juger par les traces, elle fut étranglée à main nue. Puis avec quelque chose de doux, peut-être un tissu. Puis de nouveau à main nue. Les yeux étaient bandés. Le bandeau avait été partiellement conservé. Aucune trace de blessure par arme blanche ou par arme à feu ne fut découverte. Le médecin légiste indiqua la cause du décès: asphyxie, strangulation. Un détail curieux, le bandeau sur les yeux était fait d'un morceau de tissu rouge. Le tissu était en soie, familier. Une analyse plus poussée confirma: le tissu était identique à la chemise abîmée trouvée dans la voiture abandonnée de Beret. Ceci, ainsi que les dossiers dentaires, la jeune fille avait une obturation sur une molaire supérieure, permirent d'identifier le corps avec une certitude à 100%. Beret Beck, âgé de 18 ans. Quand cela fut signalé au poste de police, l'affaire fut officiellement requalifiée de disparition en enquête pour meurtre. Comme il n'y avait pas de vêtements sur les restes, à part des bas, un mobile sexuel fut suspecté pour l'agression. Cependant, l'état de conservation des restes ne permit ni de confirmer ni d'infirmer. En raison du mauvais état du corps, il fut impossible d'obtenir des fluides biologiques du violeur. Trop tard, il avait fait trop chaud en août. Les insectes avaient été trop actifs. Lorsque l'examen de la zone près des restes, une partie des effets personnels de Beret fut trouvée. Son sac à dos, déchiré, sale, plusieurs vêtements, mais des bijoux manquaient. La jeune fille avait perdu une bague en or offerte par son fiancé, une bague de fiançailles avec une petite pierre, sa montre bracelet, une Timex peu chère mais qu'elle adorait. De la voiture avait disparu une radio Pioneer et un détecteur de radar Cobra. Probablement, le tueur les avait emportés pour les vendre, ou il voulait brouiller les pistes de l'enquête, créer l'apparence d'un vol. Lors d'un examen plus attentif du véhicule, déjà en laboratoire, sous les lampes, la bague fut finalement retrouvée. Elle était sous le tapis du côté conducteur. Elle y avait roulé. Elle brillait à la lumière de la lampe de poche. Les autres objets restèrent perdus. Les enquêteurs avaient une description détaillée de tous les objets. Ils commencèrent à visiter les prêteurs sur gage, à Fond-du-Lac, dans les villes voisines. Ils montraient des photos des objets, interrogeaient les employés. Malheureusement, cela ne donna aucun résultat. Personne ne se souvenait de ces objets. Soit ils n'avaient pas été vendus, soit ils avaient été vendus loin, soit ils avaient simplement été jetés. L'enquête se poursuivit, les mois passèrent. La zone couverte par le tueur posait de grandes difficultés. Il y avait des dizaines de kilomètres entre le corps et la voiture abandonnée, environ 60 à vol d'oiseau. Mais l'énorme kilométrage affiché par l'odomètre indiquait que ce n'était qu'une petite partie de l'itinéraire. Le criminel avait roulé, longtemps. Sur quelle route? Pourquoi? Un détail notable, le criminel n'avait laissé aucune trace sur le volant, ni sur le levier de vitesse. Ils étaient propres, essuyés minutieusement. Cela signifiait que l'agresseur voulait effacer les empreintes. Il savait ce qu'il faisait. Il avait tout essuyé méthodiquement. Pourtant, il avait laissé des dizaines d'autres preuves dans l'habitacle. Des mégots,
des emballages, des bouteilles de soda. Tout cela aurait dû contenir des échantillons d'ADN, salive, sueur, cellules cutanées. Les tentatives d'isoler en profil n'aboutirent pas. Les sources étaient trop rares ou les échantillons étaient endommagés. Pour les capacités de la médecine légale des années 90, c'était insurmontable. Quelque temps plus tard, le shérif du comté, un homme expérimenté, proche de la retraite, prit l'affaire personnellement en main. Le kilométrage l'avait intrigué. Plus de 500 kilomètres. Où? Pourquoi? Des tentatives furent faites pour suivre tous les déplacements de la voiture de Beret. Elle était voyante, orange et blanche, remarquable, avec un porte-bagages sur le toit, avec des autocollants sur la lunette arrière. La jeune fille s'était soigneusement préparée. Elle avait utilisé des équipements supplémentaires. Cependant, le modèle s'avéra trop courant. Les camionnettes de cette marque étaient partout dans le Wisconsin. Il était difficile de se distinguer du flux. Les caméras sur les routes n'étaient pratiquement pas utilisées à cette époque, seulement au grand carrefour, et cette piste aboutit à une impasse. Le criminel avait eu la voiture pendant plusieurs jours, du soir du 17 juillet au matin du 19. Il l'avait activement utilisée, roulée. Mais il réussissait à échapper aux patrouilles, aux services routiers, aux témoins occasionnels. Compte tenu du sang-froid et du mode opératoire choisi pour le meurtre, ils soupçonnèrent que le criminel pouvait connaître la victime personnellement. Il l'avait attirée à s'arrêter, demandé de l'aide, fait semblant d'être une connaissance. L'entourage proche de Beret était composé de gens respectables. La jeune fille correspondait parfaitement à la définition d'une personne intelligente. Elle n'avait jamais eu de problème, ni à l'école, ni à la maison. Catégoriquement contre le crime. Aucune mauvaise habitude. Elle ne buvait pas, ne fumait pas, n'avait pas essayé de drogue. Même au fait, elle restait sobre. Comme la dernière personne à avoir vu Beret vivante était son fiancé, l'attention s'est portée sur lui, plus par désespoir que sur des faits concrets. Lorsque Curtis a été interrogé 1 semaine après la découverte du corps, il a immédiatement clamé son innocence. Sa voix tremblait. Il était prêt à tout faire pour le prouver. Il a volontairement fourni tout le nécessaire, des échantillons d'ADN, des empreintes digitales. Il a accepté de passer au détecteur de mensonges. On ne le lui avait pas demandé, il l'a proposé lui-même. Il fut rapidement retiré de la liste. Le jeune homme avait un alibi solide, en béton. Il n'avait pas quitté la ville. Après avoir rencontré Beret, vers 8 heures du matin, il s'était rendu au travail, un atelier de réparation automobile en périphérie. Il y était resté jusqu'à 6 heures du soir. Il était resté là les jours suivants. Ses collègues l'ont confirmé, son patron l'a confirmé. Le jeune homme n'avait clairement pas la possibilité de parcourir 500 km les jours de la disparition de Beret. Les détectives l'ont relâché. Le jeune homme est sorti du commissariat pâle, épuisé. Après cela, les enquêteurs ont décidé de s'intéresser aux hommes ayant un passé criminel. Ceux qui résidaient à fond du lac au moment de l'enlèvement et du meurtre. Ils ont dressé une liste de 23 personnes. Un criminel local est rapidement devenu le principal suspect. Toute sa vie avait été dédiée au crime. Son nom était Craig Rann, 28 ans. Il a tout de suite semblé être un candidat approprié. Le jeune homme avait même un surnom, le Fou. Il utilisait ce surnom dans les milieux criminels. Il l'avait gagné en explosant instantanément. Il avait du mal à se contrôler en colère. Il pouvait frapper, il pouvait menacer, il pouvait agir impulsivement. Ce jeune homme imprévisible avait un long passé criminel, un dossier de plusieurs centimètres d'épaisseur. Il a immédiatement attiré l'attention de la police. Il était spécialisé dans le vol de voitures et les vols à main armée. Bien que Beret n'ait pas été abattu, ni poignardé, mais le criminel avait longtemps utilisé sa voiture.
De plus, Craig avait été aperçu dans la région de Fond du Lac, à peu près au moment où Beret se rendait à son événement professionnel. Un témoin l'avait vu près d'une station-service. Les détectives ont obtenu un mandat de perquisition pour les biens de Craig Ron à l'hiver 91. Janvier. Gel. Il a renforcé les soupçons dès le début. Il a catégoriquement refusé de coopérer. L'homme a nié toute implication dans le vol de voiture et dans la mort de la jeune femme. Il ne pouvait pas fournir d'alibi. J'étais chez moi, seul. Personne ne m'a vu. Il a refusé le test du détecteur de mensonges. Il a croisé les bras sur sa poitrine. Il regardait le mur. Craig était sûr que tout cela était inutile. On essayait juste de faire de lui un bouc émissaire, de lui imputer une affaire non résolue, de boucler les statistiques. Néanmoins, la fouille de sa maison et de sa voiture n'a révélé aucune preuve. Ni l'autoradio Pioneer, ni le détecteur de radar, ni la montre Timex, ni les vêtements de Beret. Rien. Les détectives étaient convaincus que Craig était bien le coupable. Ils se sont donc concentrés sur la collecte de preuves contre lui. Ils ont creusé plus profondément. Selon les dossiers de police, il avait commencé à avoir de sérieux problèmes de comportement dès l'adolescence, à 14 ans. Il fuguait, il passait la nuit chez des amis, puis dans la rue. Il est devenu accro aux drogues, de la marijuana d'abord, puis des drogues plus dures. Il s'est enfoncé progressivement dans le monde criminel. Il a quitté l'école à 16 ans. Il a commencé à voler des voitures. De petits vols d'abord, dans les magasins, les garages, puis des choses plus sérieuses. À l'âge adulte, les vols se sont ajoutés à ses crimes. Armé, avec un pistolet. Il entrait dans les magasins ouverts 24h/24, exigeait l'argent de la caisse et l'obtenait. Désormais, il ne pouvait plus s'en tirer avec de légères peines. Les travaux d'intérêt général étaient terminés. Il s'est retrouvé derrière les barreaux pour la première fois. Il a purgé une année, est sorti et a recommencé ses vieilles habitudes. Au début des années 90, il avait déjà un lourd passé criminel, plusieurs peines, avec sursis, ferme, mais il ne parvenait pas à quitter ce domaine. Il n'avait pas d'autres compétences. Le travail légal ne l'attirait pas. Progressivement, cela lui a valu la réputation d'un criminel professionnel, ne vivant que du crime. Il était connu dans tous les comtés. L'entourage proche de Craig le pensait capable de n'importe quel crime, y compris le meurtre. Il le disait sans hésitation. Oui, il en est capable, sans aucun doute. Pour être juste, aucune violence envers les femmes n'avait été enregistrée à son encontre. Jamais. Il frappait les hommes, braquait les magasins, mais ne touchait pas aux femmes, comme s'il y avait une limite interne. Les enquêteurs le considéraient comme violent, capable de tuer quelqu'un sans remords. Si la situation l'exigeait, s'il le fallait, c'est pourquoi ils ont essayé de lier l'homme à la disparition de la jeune femme. Ils cherchaient n'importe quoi. L'absence de preuves contre Craig était attribuée à son expérience. Il connaissait le système de l'intérieur. Il savait à quoi les enquêteurs prêteraient attention. Il avait donc détruit les preuves, nettoyé la voiture, s'était débarrassé des objets. Il était prudent. Les raisons étaient solides. À peu près au moment où Beret avait été enlevé, Craig résidait dans un motel, bon marché, près du centre commercial de Fond du Lac. Une chambre au 2e étage. La fenêtre donnait sur le parking. Les soupçons étaient confirmés, mais seulement indirectement. Géographiquement, cela correspondait. Criminellement, cela correspondait. Psychologiquement, cela correspondait. Mais il n'y avait pas de preuves directes. Il ne pouvait pas l'inculper pour le meurtre de Beret. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour trouver une autre raison. Il a été arrêté au printemps 92, placé dans une prison fédérale.
pour un crime sans rapport, le braquage d'un bureau de poste. Cela a permis de poursuivre l'enquête sereinement, sans craindre que le dangereux récidiviste ne s'échappe, ne disparaisse ou ne détruise les preuves restantes. Un informateur de police a grandement contribué à renforcer les soupçons, nommé Tim Amundson, 32 ans, un petit trafiquant de drogue qui travaillait pour la police. Il connaissait le suspect, il s'était croisé dans les milieux criminels. Après l'arrestation de Craig, Tim a contacté les détectives. Il a déclaré que Craig lui avait personnellement avoué le meurtre et lui avait même montré le corps de Beret. Selon lui, le tueur ne savait pas quoi faire de celui-ci. Il avait paniqué. Le corps était resté près de 24 heures à l'intérieur du fourgon volé, sur le siège arrière, recouvert d'une couverture. Ce n'est que le deuxième jour que Craig l'avait emmené loin de la ville, de nuit, sur des routes désertes. Les détectives se sont accrochés à cette piste. Enfin, quelque chose. Mais plus ils travaillaient sur l'affaire, essayant de lier le seul suspect principal à celle-ci, plus ils réalisaient clairement qu'il n'y avait rien contre lui, seuls les mots de l'informateur. N'ayant pas trouvé de preuves contre Craig, ils n'ont pas porté d'accusation liée à Beret contre lui. La décision s'est avérée juste. Plus tard, 6 mois après, Tim Amundson est revenu sur ses paroles. Il s'est rendu lui-même au commissariat, s'est assis en face du détective, a avoué. Il avait inventé l'histoire de l'aveu et de la présentation du corps. Il connaissait simplement cet homme violent, il le craignait. Il voulait qu'il soit mis derrière les barreaux pour de bon et pour longtemps, afin qu'il ne puisse nuire à personne, y compris à lui-même. En inventant ce mensonge, l'informateur s'était basé exclusivement sur les détails fournis par les détectives. Plus les reportages télévisés, les nouvelles locales avaient diffusé cette histoire pendant des mois. Un test au polygraphe a même été effectué. Amundson a passé. Le polygraphe a confirmé. L'informateur avait menti à l'époque. Maintenant, il disait la vérité. Les détectives étaient en colère, mais ils ne pouvaient rien faire. Alors, ils ont décidé d'examiner de plus près les preuves existantes. Ils sont revenus au début. Ils ont réussi à découvrir des empreintes digitales. Au total, 12 traces ont été trouvées sur des objets de l'habitacle, clairs. Les vérifications ont confirmé qu'elles n'appartenaient à personne de l'entourage proche de Beret, ni aux parents, ni aux frères, ni aux fiancés. Elles n'appartenaient pas non plus à Beret elle-même. Malheureusement, la comparaison avec la base de données de la police n'a pas non plus donné de résultat. Aucune empreinte ne correspondait à quiconque figurant dans les fichiers. Le criminel n'avait soit pas de passé criminel, soit n'avait simplement jamais été arrêté auparavant. Fait remarquable, les empreintes ne correspondaient pas non plus à Craig Rann. Ils avaient vérifié spécifiquement. Ce n'étaient pas ses doigts. Cependant, même lorsqu'il s'est retrouvé derrière les barreaux pour un crime sans rapport, il est resté sur surveillance. Les détectives n'étaient pas pressés d'abandonner l'idée que c'était lui qui avait tué la jeune femme. Peut-être portait-il des gants, peut-être quelqu'un l'avait-il aidé. Cette théorie a persisté pendant des années. Pendant de longues années, il n'y a eu aucune piste. L'affaire s'est refroidie. Elle a été classée dans les archives des affaires non résolues. On y revenait de temps en temps, lorsque de nouvelles technologies apparaissaient, de nouvelles méthodes d'analyse. Ce n'est qu'en 2013 qu'un regain d'activité a commencé. Dans cette affaire, vieille de 23 ans, le réseau de journaux USA Today, dans le Wisconsin, a servi de catalyseur. Ils ont lancé une série d'articles sur les meurtres non résolus de l'État et ont ravivé l'intérêt pour l'affaire Beret. Le public s'est ému. Les gens ont écrit des lettres, appelé la rédaction et ont exigé justice. L'enquête a été relancée.
Sous la pression, un groupe a été formé pour résoudre les vieux crimes. Un nouveau détective en a fait partie, jeune, ambitieux, avec une formation moderne. Sa première tâche fut de récupérer tous les documents des archives, des boîtes poussiéreuses, liées à Bérébec. Il a décidé de les numériser. Il a scanné chaque page, les a téléchargés dans la base de données. En même temps, il se familiarisait avec les documents, lisait, mémorisait, cherchait ce qui avait été omis. En février 2014, cela a porté ses fruits. La percée tant attendue a finalement eu lieu. Pendant cette période, un analyste du laboratoire criminel de l'État du Wisconsin effectuait une nouvelle analyse des preuves dans l'affaire de la jeune femme décédée. Il utilisait un nouvel équipement, plus sensible. Sur 5 objets recueillis dans la camionnette 24 ans auparavant, 9 empreintes digitales auparavant non identifiées ont été immédiatement trouvées, partielles, estompées, mais suffisamment claires pour l'identification. Elles se trouvaient sur un gobelet de Burger King, sur un manuel d'utilisation d'employés d'une entreprise où la jeune femme voulait travailler, sur un kit de blanchissement des dents, sur des emballages de cigarettes Marlboro, sur des emballages de bonbons M&M's. Tous les objets ont été envoyés pour expertise, pour comparer les résultats avec les bases de données existantes, lesquelles se sont considérablement étendues depuis les années 90. Des millions d'enregistrements désormais. Il y avait peu d'espoir. Mais les résultats sont arrivés. 3 semaines plus tard, l'analyste a appelé le détective, d'une voix excitée. Il s'est avéré, les 9 empreintes appartenaient à une seule personne, et cette personne figurait dans la base de données. Une concordance à 100%. Il s'agissait d'un chauffeur de camion de 61 ans de Kenosha, nommé Donnie Brantner. Peu avant la disparition de la jeune femme, environ 1 mois auparavant, il avait réparé le four dans la maison des Beck. Il était venu 2 fois. Il aurait pu être lié à la famille, il aurait pu voir la victime, il aurait pu connaître ses projets. Pour confirmer les soupçons, les détectives ont examiné son casier judiciaire. Il s'est avéré qu'il en avait un. En 1994, une première arrestation a eu lieu. L'homme avait agressé sa seconde femme, l'avait enlevée de chez elle, l'avait emmenée dans les bois, l'avait battue, avait menacé de la tuer. La femme avait survécu, s'était adressée à la police. Il avait écopé de 3 ans. Déjà à ce moment-là, beaucoup avaient remarqué des problèmes chez lui, de comportement, dans ses relations avec les femmes. Il avait toujours été cruel, impulsif, manipulateur, exigeait un contrôle total. Un collègue de Denis, un chauffeur routier avec qui il travaillait en équipe, avait même entendu une histoire de sa part, qui lui avait semblé très effrayante. Il roulait à travers le Montana, la nuit, une route déserte. Soudain, Denis avait commencé à parler. Il affirmait vouloir enlever une femme, la violer, la tuer. Il donnait des détails, comment il s'y prendrait, où il cacherait le corps. Le collègue avait d'abord pensé qu'il plaisantait, puis il avait compris. Non, il était sérieux. Sur la base des données recueillies, les détectives se sont rendus au domicile du nouveau principal suspect, à Kenosha, février 2014. Ils avaient un mandat, ils espéraient trouver plusieurs objets disparus appartenant à Béret, une radio, un détecteur de radar, une montre. On pensait que le criminel aurait pu les emporter comme trophées, les garder pendant des années. Les criminels agissent parfois ainsi, un rappel de leur pouvoir. Cependant, les perquisitions n'ont pas permis de retrouver les objets disparus de la camionnette. Pas un seul. Cela s'expliquait facilement. 24 ans s'étaient écoulés. Les objets auraient pu simplement être perdus, jetés, vendus, offerts. L'ordinateur de l'homme a été saisi. 3 supports de stockage d'informations, 5 albums photos, plusieurs disques, pour analyse, au cas où il y aurait des photos,
au cas où il y aurait des aveux dans des journaux intimes. Puis, en 2014, une semaine après la perquisition, il a été interrogé. Le détective a allumé un dictaphone. Il a posé un dossier de preuves sur la table. Dès le début, Denis a affirmé qu'il ne savait absolument pas qui était Béret, qu'il entendait ce nom pour la première fois, qu'il n'était coupable de rien, d'une voix assurée. Il regardait droit dans les yeux. Cependant, quand le détective a ouvert le dossier, a montré les photos des empreintes digitales et a annoncé la concordance, Denis a brusquement changé de comportement. Il a pâli, s'est léché les lèvres, a regardé sur le côté, puis il a lâché la première chose qui lui est venue à l'esprit. « Je n'ai pas tué la jeune femme », directement, sans préambule. Cela a révélé un mensonge. Il connaissait au moins son existence, son sort, dès le début. Il mentait. Cependant, il n'a pas été possible de faire craquer le principal suspect. Il a gardé le silence, a demandé un avocat, a croisé les bras, s'est détourné. Il a été relâché après le premier interrogatoire, 4 heures plus tard. Il n'y avait pas assez de preuves pour le détenir. Les soupçons des enquêteurs n'ont fait que se renforcer en raison de son comportement étrange, des empreintes, de son passé criminel. Mais il fallait désormais des preuves matérielles, plus nombreuses, plus solides. Le 27 mars 2000, Brantner a été arrêté, tôt le matin, chez lui, accusé du meurtre au premier degré de Béret Beck. Menottes, lecture des droits, embarquement dans la voiture. Les audiences à venir ont attiré l'attention du pays tout entier. CNN, Fox News, les chaînes locales. Ce moment était attendu depuis 25 ans. Fait curieux, la famille Beck elle-même était sceptique. La mère a donné une interview. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre. En 25 ans d'enquête, le nom de cet homme était apparu pour la première fois sur la liste des suspects. Pour la première fois. De plus, il connaissait l'homme personnellement. Il se souvenait de lui. Il avait réparé le four. Il était poli, discret. Il le considérait comme inoffensif. Il ne pouvait pas avoir attaqué Béret, pas ce genre d'homme. Les parents pensaient donc que la police aurait pu se tromper de personne, encore une fois, comme à l'époque avec Craig Rann. Néanmoins, les audiences ont commencé, juin 2016. Au cours de celle-ci, les parents et le frère se sont convaincus de la culpabilité de Denis, progressivement, chaque jour des audiences. L'accusation s'est appuyée sur les empreintes digitales, les seules preuves directes, plus une liste complète de preuves circonstancielles. En substance, elles incluaient des cigarettes Marlboro que le criminel fumait, des cendres découvertes dans la camionnette abandonnée. L'analyse a montré la même marque. Outre cela, les déclarations de témoins, le collègue qui avait entendu parler du désir d'enlever et de tuer une femme, l'ex-femme qui avait parlé de la violence. Les épisodes inquiétants passés de la vie de l'homme, indiquant une propension à la cruauté, au contrôle des femmes, à la manipulation. Naturellement, l'avocat a immédiatement insisté sur l'insuffisance des preuves. Toutes les preuves étaient circonstancielles. Les empreintes, il réparait le four. Il aurait pu accidentellement toucher des objets dans la voiture en prenant ses outils. C'était possible. De plus, une liste complète d'autres objets qui n'ont pas été pris en compte. Par exemple, plusieurs échantillons d'ADN provenant de la camionnette qui ne correspondaient pas à l'accusé. À qui appartenait-il? Peut-être au véritable meurtrier. La défense voulait faire référence à un ancien suspect, Craig Rann, mais le juge l'a interdit. Il était même interdit de le mentionner pendant les audiences, préjugé des jurés. Mais malgré le minimum de preuves, les éléments semblaient convaincants. Une des mains du chauffeur routier était déformée, une blessure de jeunesse. 2 doigts avaient fusionné de manière incorrecte, une trace caractéristique. Cela correspondait clairement aux empreintes digitales trouvées dans la camionnette, sur le gobelet,
sur l'emballage. Il ne pouvait y avoir de coïncidence fortuite. L'expert a montré des photos agrandies. Les jurés hochaient la tête. La famille Beck a témoigné devant les jurés. La mère, le père, le frère, même le fiancé de Beck, Curtis, est venu d'un autre État. Tous ont décrit avec émotion la vie après le meurtre de la jeune femme. Comment tout s'était effondré, comment la famille avait changé. La mère pleurait, le père regardait le sol. Le frère, désormais un homme adulte, serrait les poings. Curtis ne s'est jamais marié. Pendant 25 ans, il est resté fidèle à sa mémoire. Malgré l'éloquence de l'accusation, après 3 semaines d'audience, les jurés sont arrivés à une impasse. Un vote. 7 pour la culpabilité, 5 contre. Ils n'ont pas pu parvenir à l'unanimité. Le procès a été déclaré nul, un mistrial. En janvier 2017, il a été décidé de tenir de nouvelles audiences. La liste des preuves est restée globalement la même. Les 2 parties avaient de bonnes chances de l'emporter. Le dénouement était incertain. Sur la recommandation de son avocat, Denis Brantner a plaidé coupable en février 18. Domicile involontaire, manslaughter, pas au 1er degré, plus clément. Il a cependant refusé de divulguer les détails de ce qui s'était passé. Comment exactement? Pourquoi? Où ils s'étaient rencontrés? Il était impossible d'évaluer la crédibilité de sa version. Il a obstinément gardé le silence. À ce moment-là, l'homme avait 64 ans, gris, voûté. Lors du prononcé de la peine, on s'est basé sur la législation de l'État des années 90. Selon celle-ci, le meurtrier ne pouvait écoper de plus de 10 ans d'emprisonnement pour ce crime, un maximum. Il a reçu cette peine maximale, 10 ans, annoncée le 1er mars 2018. Tous ceux qui se souciaient du sort de Béret sont venus ce jour-là au tribunal, vêtus de sa couleur préférée, le rouge. Chemise rouge, robe rouge, cravate rouge, une marée de rouge. Au moment du verdict, l'homme avait déjà purgé 3 ans. En attendant les audiences, cela a été pris en compte. Il restait 7 ans. De plus, il conservait le droit à une libération conditionnelle, en cas de bonne conduite. Dans le meilleur des cas, il sera libéré à 75 ans, en 2029. À ce jour, 2024, il est toujours derrière les barreaux. Mais il sortira bientôt. Après la fin du procès, la famille Beck a partagé ses sentiments avec les journalistes. Ils ont donné une conférence de presse devant le palais de justice. Ils étaient profondément insatisfaits de la décision. Selon les accusations initialement portées, meurtre au 1er degré, le meurtrier aurait pu écoper de plus de 27 ans et demi de prison, voire d'une peine à perpétuité. La sentence a été jugée trop clémente, scandaleusement clémente, ils ont souligné. La mère a parlé au microphone, la voix tremblante. Ils auraient voulu que ce dangereux prédateur meure en prison, pour qu'il ne sorte plus jamais. Maintenant, Denis pourrait non seulement passer le reste de ses jours en liberté, mais aussi faire du mal à quelqu'un d'autre, une autre jeune femme, une autre famille. L'histoire pourrait se répéter. Le père a ajouté que la justice n'avait été rendue qu'à moitié. Le criminel avait été trouvé, mais la peine était une moquerie. 10 ans pour la vie d'une jeune fille de 18 ans, pour une famille détruite, pour 25 ans d'attente. Le frère, Ben, maintenant âgé de 43 ans, a prononcé la dernière phrase, doucement, mais les microphones l'ont capté. Elle n'a jamais vu son mariage, n'a pas eu d'enfant, n'a pas vécu sa vie. Et lui sortira et sera libre. Pause. C'est injuste. Les caméras cliquaient, les journalistes prenaient des notes. La famille s'est retournée et est partie. Il n'y a pas eu d'autres commentaires.